Bonjour Nathalie Bondil. Bonjour Yasmina Jaffar. J'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, on est ravis de vous recevoir dans Conversation pour parler aujourd'hui d'une exposition majeure et très importante. Vous êtes la directrice des musées des expositions à l'Institut du monde arabe et nous y sommes aujourd'hui. Cette exposition, elle est gratuite, c'est important d'y venir, quel que soit votre âge et votre nationalité ou votre couleur, peu importe, venez, ça parle à tout le monde. L'esclavage en Méditerranée, comment est venue l'idée? J'imagine, c'est un sujet dont on ne parle pas. Est-ce que ça a été difficile à monter? Pour moi, non, pas du tout. Ça allait avec l'évidence de cette proposition qui nous avait été faite par Mohamed Waldi, donc qui était le porteur de ce projet, subventionné par l'Union européenne, donc un projet qui s'appelle Voix d'esclaves, dans lequel donc cette exposition est une partie de sa recherche. Mohamed fait un travail exceptionnel en termes de recherche archivistique et il avait comme idée de faire ce projet avec deux historiennes américaines, Meredith Martin et Gillian Weiss, qui, elles, sont aussi des historiennes de l'art spécialisées sur la question de l'esclavage au travers des œuvres. Du coup, cette question de l'esclavage en Méditerranée, qui était un sujet abordé par les livres, mais jamais en exposition, par ce trio, a été une opportunité tout à fait remarquable, parce que c'est tout simplement une première. Oui, c'est une première. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut venir la voir, qu'elle est gratuite et qu'elle est offerte à tous, pour que justement on puisse comprendre qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas mettre sous le tapis et qu'il y a eu un esclavage en Méditerranée. Vous incitez ici sur les chrétiens et les musulmans qui ont été mis en esclavage, mais qui ont aussi esclavagisé. Comment se passe le parcours? C'est quelque chose là comme ça qui est très travaillé sur la manière qu'on a de découvrir cette histoire. En fait, l'exposition, elle veut réellement incarner avec la commissaire pour l'Institut du monde arabe, Jamila Chakour. Donc, on a tous vraiment voulu incarner chacune de ces femmes, de ces hommes, donc qui avaient été réduits en esclavage. À l'heure actuelle, donc esclavage est un mot tellement fort, tellement chargé, et avec tant d'histoires donc à remonter. Et dans cette traversée des mémoires, ce sont les noms que nous voulions donc mettre à la portée de tous et toutes. Et du coup, on est accueillis dans l'exposition en descendant donc comme dans une cale finalement, donc avec ces noms qu'on entend, ces voix de personnes réelles dont les noms ont été retrouvés dans les archives. Le parcours de l'exposition suit donc depuis donc la mise en esclavage jusqu'au quotidien, jusqu'au métier, jusqu'à enfin donc les religions, les espoirs, les désespoirs et les libérations. Bref, c'est tout un récit que l'on a voulu faire au plus proche de l'humain. Oui, tout à fait. On fait connaissance avec ces noms, on entend et on réalise en effet qu'il y a une incarnation. Il y a des œuvres très importantes. J'en ai noté 3. Le Quattro Mori, le trône des Trinitaires et le talisman de Nicolas Ionesco en 1793, chrétien qui a été converti à l'islam. Il y a énormément d'œuvres, mais je retiens celle-ci et j'aurais voulu un mot de vous sur chacune d'entre elles parce qu'elles sont emblématiques de ce que vous essayez de montrer. Oui, en fait, l'exposition était très importante parce que donc elle se décale par rapport aux autres projets aussi fondamentaux qui traitent généralement donc la traite transatlantique, donc un crime contre l'humanité comme l'avait déclaré Christiane Taubira par sa loi en 2001. Je dirais que cette type d'esclavage-là donc nous ramène aussi au XVIIe et XVIIIe siècle vers d'autres sources. Le mot esclave vient du mot slave, voilà. Donc c'est donc un fait, donc malheureusement aussi ancien que l'est notre humanité. Et pendant cette époque, pendant le règne de Louis XIV, mais aussi pendant le règne des Ottomans et des Barbaresques, donc il y avait toutes sortes de rafles de captifs ou d'esclaves, hein, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs par ailleurs, ou encore donc protestants. Et ce qui importait le plus, c'était la religion. La religion définissait davantage que la couleur de peau, si vous voulez. Et du coup, cette exposition voulait aussi rendre une certaine justice à ces modes opératoires, cet asservissement de part et d'autre de la Méditerranée. Et c'est la raison pour laquelle, donc, quand on voit donc le monument des Quattro Mori, les 4 morts, donc un
très important monument public qui se trouve à Livourne en Italie, port extrêmement important pour les galériens notamment qui étaient en situation d'esclavage. Et bien donc on voit donc au pied de ce monument qui représente Ferdinand Ier, qui est en majesté, droit debout en majesté. Voilà. Donc au-dessus deux morts enchaînés, captifs, les mains derrière le dos. Et on connaît donc le nom de ces modèles. Il y a Ali qui était un Marocain qui venait de Salé, puis il y a aussi Al-Mourjane qui était un Noir qui venait d'Alger. Et on sait qui sont ces modèles. Et la force de ce monument public, c'est que lorsqu'il y a eu tous ces mouvements de Black Lives Matter si importants en 2020, donc il y a eu beaucoup de revendications pour déboulonner la sculpture, pour justement contester ce qu'elle représentait sur la place publique aujourd'hui. Alors certes, je ne suis pas pour le déboulonnage parce que je suis une conservatrice, mais par contre contextualiser cette histoire, la resituer dans le temps long est absolument fondamental. Mais d'un autre côté, il y a aussi des monuments comme ce reliquaire de Dunkerque à l'église de Saint-Éloi, absolument magnifique, un reliquaire qui représente un esclave chrétien également dans cette posture, les mains dans le dos enchaînées, un bois polychrome que nous avons fait restaurer pour l'exposition. Et ce monument, eh bien en fait, c'était une tirelire entre guillemets pour aller recueillir les aumônes afin de délivrer les chrétiens qui étaient en situation d'esclavage. Dans cette église, il y a aussi cet objet, cette sculpture qui nous parle d'une tragédie, d'une réalité économique et culturelle qui finalement touchait tous les peuples. Bien sûr. Et en Méditerranée, il y avait évidemment ce trafic d'êtres humains et on se retrouve avec des mosquées dans le nord de la Méditerranée et des églises au Maghreb. Donc on se retrouve avec un apport aussi cultuel et culturel, un mélange dont on est aussi aujourd'hui les héritiers. Ça, c'est très important de raconter ce mix. Oui, de revenir aussi à cet élément qui est lié à la religion, qui est vraiment un des moteurs. Oui, c'était pas la couleur de peau. Exact. C'est ça, c'est important. Exact. L'esclavage par la couleur de peau, essentiellement racialisé, viendra plus tard, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, bien entendu, qu'il soit du côté de l'Afrique, avec la troisième grande mer qui est ce Sahara. Et puis avec Édouard Glissant, qui l'a tellement aussi dénoncé dans sa déclaration de Tezen en Tunisie. Il y a évidemment la traite transatlantique, dramatique, et forcément il y a aussi ce qui se passait en Méditerranée. Mais en Méditerranée, il y a d'abord la possibilité pour chacun des esclaves de pouvoir continuer à professer, à croire en sa religion, même si on voit que le fait d'avoir des conversions d'une religion à l'autre était toujours un trophée, qui était très valorisé. Qu'un esclave musulman devienne chrétien ou inversement. Oui, le cas de Nicolas Ionesco par exemple. Exactement, dans son talisman. C'était aussi une victoire sur les âmes à l'époque. Malheureusement, c'était aussi souvent par opportunisme, par désir de survie. Qui peut en juger? C'est tellement terrifiant. Oui. Et on a dans cette exposition des documents tout à fait inédits qui ont été retrouvés dans des archives où l'on voit des lettres qui ont été prises par l'Inquisition catholique et qui justement essaient de condamner des soi-disant esclaves devenus chrétiens, mais qui auraient gardé leur foi musulmane au travers de certains talismans qu'ils auraient gardés pour eux, des éléments prophylactiques. Donc c'est extrêmement touchant. Ça montre la complexité aussi de cette question de l'esclavage dont on parle beaucoup, mais malheureusement à propos duquel il faut continuer à investiguer. Ce que vous faites avec cette exposition, c'est que vous ouvrez ce champ des possibles et de la compréhension de ce qu'est l'esclavage. Vous l'avez dit tout à l'heure, le mot esclavage, étymologiquement, vient de sclavius et slave, c'était des Balkans
C'était pas du tout une affaire de couleur. C'était bon une façon d'obtenir économiquement un travail que l'on ne paiera pas. Et plus tard, en effet, la traite transatlantique et par rapport au Code noir et autres, à l'esclavage aux États-Unis, est devenue. Bon, j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. Pourquoi est-ce que dans l'imaginaire collectif, à travers le cinéma, autres, les livres, on ne connaît beaucoup plus l'histoire américaine, noire américaine, de cet esclavage-là, qui fait que parfois ça enferme le mot dans une couleur, qui est la couleur noire, alors qu'en réalité, il n'y a pas de couleur à l'esclavage, et même encore aujourd'hui, il y a des esclavages modernes qui ont toutes les pigmentations de peau. Et pourquoi chez les femmes yazidis, notamment en Irak, voilà, donc c'est absolument dramatique. Oui, et pourquoi cette histoire a été occultée, oubliée? Quelle est l'énergie de ce récit? Je ne pense pas que cette histoire a été occultée parce qu'en fait, donc il existe énormément donc de recherches donc dans les livres, mais c'est vrai que la question noire donc vue donc depuis l'Amérique du Nord, et je suis canadienne, oui, également française, donc est très particulière. Pour cela donc lire Papendai donc est remarquable et je vous conseille de lire donc La minorité noire donc qu'il a écrit il y a plusieurs années parce que donc quand on est aux États-Unis, cet esclavage, donc, il est venu sur la terre même, sur cette nation hein, qui a été génocidée avec donc les Premières Nations, mais également donc avec donc cette ségrégation donc qui a suivi cette libération de l'esclavage. Donc c'est une question qui existe. Il y a aussi des statistiques ethno-raciales très particulières donc à cet environnement multiculturel hein, du point de vue sociologique et qui permet aussi de le quantifier, de le qualifier, ce qui est très différent donc quand on se situe en France où nous sommes, puisque donc nous avons une volonté d'universalisme donc qui donc a toutes les vertus, sauf qu'il a une cécité, hein, donc vis-à-vis de la couleur. Donc c'est malheureusement donc cet universalisme donc qui a été porté par les Lumières, donc obligéré donc ce qui existait au-delà du territoire français. Donc c'était à l'époque dans les colonies, c'était évidemment donc la traite donc de l'esclavage qui se situait que ce soit à Nantes ou à Bordeaux et autres villes portuaires. Donc il y avait aussi cet argent donc qui était dû donc au commerce de l'esclavage que l'on voit donc au travers de grands noms de collectionneurs comme Crozat par exemple donc et bien d'autres. Alors finalement cette question de l'esclavage, elle a été vue sous un angle américain parce qu'elle était décentrée en dehors de l'Hexagone. Donc elle était loin des yeux, loin du cœur, si je puis dire. Et donc il a fallu beaucoup de travail de la part de Aimé Césaire, donc ou encore Édouard Glissant, extraordinaire, et bien d'autres jusqu'à Christiane Taubira pour pouvoir, et bien d'autres personnes évidemment, donc pour pouvoir donc ramener donc cette question à notre réalité géographique, hein, pour la situer où nous sommes. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette exposition et tout à fait nouveau, c'est que justement donc on jette un regard sur un esclavage qui n'est pas loin, donc dans de lointaines colonies caribéennes ou donc aux Amériques. On est vraiment dans les ports de Méditerranée, le port de Marseille, le port de Gênes, le port de Livourne, mais aussi le port d'Alger. Donc et ce que l'on voit, et ça c'est un travail remarquable qui a été fait, c'est que toutes ces traces très ténues donc pour raconter la vie de chacun et chacune des personnes réduites en esclavage. Donc elles ont été le fruit d'un travail très attentif, très minutieux pour aller chercher les lettres dans les archives, pour chercher donc les inventaires donc qui les comptabilisaient, mais également donc pour aller voir dans certains tableaux qui étaient ces personnages secondaires. Quand on voit une magnifique bataille navale de Magnasco ou de Van Vel, donc forcément donc c'est une peinture épique. Mais quand on regarde attentivement qui sont ces différents personnages que l'on voit enchaînés, ce sont les galériens, car c'était essentiellement leur travail. Quand on remarque aussi donc c'est
très infimes objets que j'aime beaucoup personnellement, des dés à jouer ou des pipes pour fumer. Donc ce sont des objets qui ont été retrouvés par des archéologues à Malte notamment et qui parlent de la vie quotidienne de ces esclaves. Donc on voit que pour reconstituer donc ces bribes de vie effacées par le manteau de l'oubli, eh bien donc il faut s'attacher donc à ces minuscules objets finalement très modestes dans un musée, dans des collections des Beaux-Arts. Quand on regarde par exemple donc des scènes de dames de compagnie et l'on voit donc à l'arrière donc une servante, donc une femme noire, qui était-elle? C'était une femme probablement en situation d'esclavage, parce que l'esclavage et d'exploitation sexuelle. Exactement, malheureusement. Donc, ce n'était pas simplement l'esclavage donc de la canne à sucre ou dans les colonies, ou donc c'était aussi dans les maisons, la domesticité. Et ce sont toutes ces traces infimes que je trouve si touchantes quand on veut redonner donc corps chair, et cœur donc à ces personnes qui ont souffert, qui ont espéré. Il y a aussi de belles leçons aussi, il y a eu des libérations, mais il y a eu aussi des tortures, il y a eu des émeutes. Bref, ce sont des histoires de vie qui nous touchent profondément, parce que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Non, bien sûr. Parlons pour terminer cet entretien, justement, de cet instant de libération. En 1777, ça démarre déjà avec la volonté marocaine et du sultan Mohamed bin Abdallah et Moulay Slimane. Je retiens ce nom parce que c'est en plus le prénom de mon père, donc voilà, je retiens. Donc il y a eu ce démarrage au Maroc et ensuite ça a continué. Donc c'était le moment de cette libération, à un moment où justement les révoltes, l'ouverture d'esprit des Lumières en France, et tout ça fait qu'on a réalisé que c'était quand même pas très humain de réagir comme ça juste pour des buts économiques. Oui, alors cette question donc de l'abolition, donc elle est à nuancer. D'abord, les premiers abolitionnistes étaient les esclaves eux-mêmes quand ils cherchaient la liberté. Donc quand eux-mêmes, les marrons, autres, donc ont eu la force, donc le courage de s'enfuir, donc ont eu aussi donc parfois la possibilité de laisser des traces, des graffitis, des lettres pour raconter donc leur vie. Donc il faut quand même donc penser donc d'abord à ces personnes. Ensuite, donc il y a tout un courant philosophique, politique, humaniste, donc qui va faire en sorte que d'un côté comme de l'autre, que ce soit au Maroc ou que ce soit donc en France, il va y avoir des mouvements de rachat, donc des différents captifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, c'est selon, avec certaines ambiguïtés. Quand par exemple donc il va y avoir donc donc une prise d'Alger, donc une attaque d'Alger donc par les équipes donc Napoléon Bonaparte. Donc ça sera donc pour soi-disant donc libérer donc les esclaves, mais faut pas oublier qu'en 1802 donc ce même donc Napoléon Bonaparte donc rétablissait donc l'esclavage dans les Caraïbes. Mais je vous dirais que si on se transportait dans le détroit d'Ormuz dont on parle beaucoup ces temps-ci malheureusement, donc tout le long du 19e siècle, il y a eu des guerres donc très importantes qui ont confronté sous des pavillons différents, donc les flottes d'Oman plus les flottes britanniques, toujours sous prétexte donc de l'abolition, donc puisqu'en fait donc la Zanzibar était une plaque énorme donc de la traite donc de l'esclavage depuis le Kenya donc vers donc la Oman donc et tout le sud de la péninsule arabique. Et bien en fait c'était aussi donc sous des prétextes parfois fallacieux, toujours économiques. Alors donc il y a une histoire donc dont on s'empare, qui reste encore donc à découvrir. Je pense que donc la série documentaire donc de Nadine Glissant donc était assez remarquable sur le sujet pour ceux qui ne voudraient en savoir plus. Et franchement, venez dans cette exposition parce que on fait un pas de côté, on se décentre par rapport à nos connaissances sur le sujet, donc pour montrer que malheureusement, donc les formes d'asservissement sont plurielles, sont multiples, mais tout aussi dramatiques, tout aussi atroces, et elles doivent toutes être dénoncées. Dénoncées parce qu'en plus, dans certains endroits de la planète, ça perdure. Donc, c'est important de le rappeler et d'avoir cette conscience-là. Mais si on ne sait pas, alors on ne sait pas. Et grâce à cette exposition, on ne peut plus dire
qu'on ne savait pas. Donc vraiment, merci beaucoup pour cet entretien, merci pour vos explications, on sent la passion. Donc ça fait du bien de rencontrer des gens passionnés, c'est gratuit. Et ce sont des expressions extrêmement rares sur le sujet. Voilà, si le sujet c'est pour ça que j'insiste là-dessus. est très important donc, dans les médias, on en parle beaucoup donc, chez les jeunes, dans les réseaux sociaux, et c'est absolument normal. En fait, il y a très très peu d'expositions donc sur le sujet. Alors bienvenue, c'est gratuit et vraiment à l'Institut très du monde arabe. rigoureux et vous êtes exactement. Vraiment, c'est très pédagogique. Intéressant, très pédagogique, c'est très beau. C'est taille modeste, on va pas se perdre dedans, voilà. Donc n'hésitez pas à venir et vraiment merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt et rendez-vous ici à l'Institut du monde arabe. Merci. Bienvenue, merci.